Now, before I... Avant de céder la présidence au nouveau président d'Unifor, je dois vous dire qu'il y a une tradition de longue date dans les cultures autochtones du Canada et du Québec, les cultures des Premières Nations. Le marteau n'existe pas, cela appartient à l'appareil juridique, mais ce que font les Premières Nations, c'est qu'elles transfèrent le droit de parole au nom de l'Assemblée. Ainsi, au nom de notre syndicat, je voudrais présenter à Jerry le bâton qui représente le droit de parole en notre nom. You want me to clear my stuff up? Sure. Yeah, let's do that. I'm good. You ready? Êtes-vous prêts? Alors, on a beaucoup de représentants des médias dans la salle, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer est quelque chose que le gouvernement fédéral va devoir remarquer bientôt. Aujourd'hui, confrères et consoeurs, il y aura des changements. Consoeurs, confrères, délégués, chers invités, membres, amis et membres et amis qui nous écoutent sur le web, bienvenue à cette ère nouvelle du mouvement syndical. Bienvenue et merci. Bienvenue à Toronto. Are you ready to build Unifor? Êtes-vous prêt à bâtir Unifor? Êtes-vous prêt à remporter, gagner la justice? Êtes-vous prêt à syndiquer des travailleurs? Surtout, êtes-vous prêt à reprendre les rênes de notre pays? Je sais que vous êtes prêts. Je le vois, je le sens, je l'entends et je suis prêt aussi, confrères et consoeurs. Je suis très, très honoré aujourd'hui et c'est avec humilité que j'accepte ce poste de président fondateur d'Unifor. Je comprends le défi qui m'est proposé, mais cette responsabilité me donne plein d'énergie. Je ne vais pas essayer de vous en mettre plein la vue ici aujourd'hui. Et je vais vous dire tout de suite que j'aurai besoin de beaucoup d'aide. Et je sais que nous sommes nombreux dans cette salle aujourd'hui à être prêts. Nous sommes tous prêts à diriger des milliers de plus dans nos lieux de travail d'Unifor qui sont prêts à bâtir ce grand mouvement. Ken, Dave, merci, confrères, de nous avoir menés jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Il a fallu de la vision, du leadership, beaucoup de courage et de sacrifices personnels pour créer quelque chose d'aussi extraordinaire qu'Unifor. Votre leadership qui a reconnu que le mouvement syndical canadien avait besoin de changement, avait besoin d'un nouveau souffle, de sang nouveau, d'unité pour créer cette organisation si forte. Vous nous avez rendus très, très fiers. Ken, Dave, merci de votre vie de militant. Merci de ce que vous avez fait pour nos deux syndicats et pour vos deux syndicats et pour notre nouveau syndicat Unifor. Veuillez tous vous joindre à moi pour remercier ces deux grands leaders syndicaux. Merci beaucoup, Dave. Merci, Ken. Merci beaucoup, Ken. Bon, Jerry, respire par le nez. Consoeurs et confrères, voici l'engagement que je prends envers chacun et chacune de vous. Je travaillerai jour et nuit pour me renseigner sur vos problèmes, sur vos défis, sur vos lieux de travail, sur vos luttes, sur vos collectivités. Je serai là, je parlerai avec vous, je parlerai pour vous. Plusieurs dans cette salle me connaissent déjà très bien, mais plusieurs dans cette salle commencent à peine à me connaître. Donc, s'il vous plaît,
donnez-moi encore quelques instants pour vous parler un peu de moi, pour vous parler un peu de mon passé, pour vous parler un peu de la façon dont ce feu du militantisme syndical a commencé en moi. Je viens d'une famille de col bleu, de la classe ouvrière. J'en suis très, très fière parce qu'à plusieurs égards, notre famille a vécu l'expérience syndicale classique chez les immigrants. C'est à l'époque où le secteur manufacturier était en expansion, où l'économie aussi. Mon père et ma mère viennent de Guyane. Ils travaillaient chez de Havilland. Et bien sûr, il était un des rares. Tout le monde le regardait et tout le monde pensait qu'il était latino-américain. Il l'appelait Daisy. Donc, ça veut dire que ma mère, c'était Lucille Ball, peut-être. Mais la réalité, c'est que cette usine était multiculturelle et donc sa nationalité ne comptait pas tellement. Les travailleurs l'ont élu comme délégué syndical, comme secrétaire et trésorier et finalement comme président de la section locale. Il a quitté ce syndicat local pour adhérer au syndicat national dirigé par Bob White. À l'époque, il est devenu représentant au TCA. Bob White était l'ami de mon père et son leader. Et Bob White, c'est mon héros, confrères et consoeurs. Il est ici aujourd'hui. Bob, regardez ce que vous avez démarré, là. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez lancé quelque chose qu'on ne peut arrêter. C'est un syndicat canadien pour les travailleurs canadiens. Et regardez-nous maintenant, Bob. Merci beaucoup. Merci beaucoup et levez-vous, s'il vous plaît. Et j'ai suivi l'exemple de mon père. À l'âge de 20 ans, j'étais délégué syndical chez de Havilland. À 26 ans, j'étais président. Et puis représentant des TCA. Et puis adjoint au président Buzz Hargrove et maintenant Ken Lowenza. Buzz, confrère, je sais que vous nous regardez maintenant à l'ordinateur. Confrère, je vais vous remercier. J'ai été élu président de mon secteur quand j'étais très, très jeune, enfin de ma section locale. J'avais 26 ans. On avait 2500 personnes dans l'usine et j'étais nerveux. Et je me souviens quand je me suis assis avec mon père, il voyait bien à quel point j'étais nerveux. Il m'a dit, écoute, détends-toi, n'aie pas peur. Tu vas commettre des erreurs, mais ne commets pas la même erreur deux fois, c'est tout. Et puis il a dit, tu dois comprendre que le respect, ça se gagne. C'est jamais le nom qui est sur ta porte qui va te le donner. Tu dois venir travailler tôt le matin, tu dois ouvrir cette porte, tu dois parler à tes membres, tu dois consolider ton syndicat local et là, tu auras le respect des membres. Et j'ai toujours appliqué ces conseils depuis cette élection en 1978. Et donc, j'ai pensé à ce que mon père m'avait dit. J'y ai beaucoup pensé au fil des ans. Et j'ai pensé à ce que mon père m'avait dit depuis quelques semaines, ces quelques dernières semaines, depuis que j'ai accepté la mise en candidature comme président. C'est avec beaucoup de fierté aujourd'hui que je deviens le président fondateur d'Unifor. Je suis très fier du fait que je sais que je suis le fils de mon père. Merci, papa, d'être ma véritable inspiration. Lève-toi, papa. Dis-leur bonjour. Jerry Dias Senior. Jerry Dias Père, confrères et consoeurs. Ma mère travaillait elle aussi. Elle travaillait dans une usine de fabrication chez W.A. Gage. Elle fabriquait des enveloppes. Elle était la militante syndicale. Elle était engagée. Elle était vraiment dévouée envers les principes. Elle était membre de l'ancien syndicat des relieurs de Toronto.
et faisant partie du GCIU. C'est maintenant la section locale 591G du SCEP, de l'ancien SCEP. Alors, si mon père est des TCA et ma mère vient du SCEP, alors ça doit vouloir dire que moi, je suis d'Unifor et pour Unifor. À juste titre. I got one regret today. J'ai un regret aujourd'hui. Ma mère n'est pas là pour partager ce moment avec moi. Et en tant que militante syndicale, elle aurait adoré être là. Mais depuis 3 semaines, elle est dans un établissement de soins de longue durée à relever ses propres défis. C'est dur pour moi aujourd'hui parce que je suis le fils de sa maman et donc ma tête est ici, mon corps aussi, mais une grande partie de mon cœur est à Hillsdale Terrace à Oshawa. Maman, je t'aime et j'irai te voir mardi. Donc, quand je pense à ma mère, ça me fait penser aux soins de santé, à tous les soignants, à tout le personnel infirmier qui, malgré les réductions, font de leur mieux tous les jours. Nos aînés et ceux qui s'en occupent méritent mieux. Je suis fière que les soins de santé soient l'un des plus grands secteurs d'Unifor, plus de 26 000 membres. Nous allons nous battre à mort pour eux, nous allons nous battre pour nos membres, mais nous nous battrons pour nos parents aussi. Oui, ma femme, où sont mes enfants? Montez, venez me retrouver. Allez, c'est un syndicat familial. Où est ma famille? Venez avec moi sur l'estrade. Je suis le père de 4 enfants extraordinaires et comme beaucoup de pères, de parents, je m'inquiète. Est-ce qu'ils auront les mêmes chances que nous? Un bon travail syndiqué, un avenir raisonnablement garanti. En fait, je sais que leur génération sera dans une situation moins enviable que celle de leurs parents. Même avec un diplôme collégial et universitaire, ils partent déjà dans la vie avec une énorme dette. Le taux de chômage pour les jeunes est de 14%, mais nous savons que ce taux est beaucoup plus élevé. Le taux de chômage est 2 fois ou 3 fois plus élevé ailleurs dans le monde aussi. La société a trahi les espoirs et les rêves, ainsi que le potentiel de nos jeunes. Ils sont plus intelligents que nous, ils ont plus de scolarité, ils ont un potentiel extraordinaire. Ils font tout ce qu'ils doivent faire, ils sont allés à l'école, ils ont fait des études, ils ont investi là-dedans. Et maintenant quoi? Le chômage. Le chômage ou alors des emplois précaires, des emplois qui ne font pas appel à toutes les compétences qu'ils ont travaillé si dur pour acquérir. Depuis quelques semaines, les journalistes m'ont demandé est-ce que les syndicats ont un avenir ici. J'ai dit absolument. Savez-vous pourquoi? Parce que les jeunes se font avoir et les jeunes refusent de continuer de l'accepter. Les jeunes sont exploités, les jeunes sont frustrés. Et nous savons tous ce qui arrive lorsqu'on est frustré et exploité. On ne se laisse pas faire, on trouve toujours des façons de riposter. Regardez ce qui se passe autour de nous, regardez les jeunes travailleurs. Jeunes femmes, jeunes gens à Halifax, dans les Second Cup, se battent pour adhérer à un syndicat. Regardez le mouvement des indignés au Québec et partout au pays. Le mouvement étudiant au Québec, ce sont des personnes qui vont se laisser faire? Non, ce sont des jeunes qui vont se battre pour tout ce qui leur revient à juste titre. J'ai un fils et j'ai 3 filles. 3 jeunes femmes extraordinaires. Tous les jours, mes filles me donnent encore plus de passion pour me battre pour l'égalité pour les femmes. Égalité économique, oui, mais égalité sociale aussi, pour mettre fin à la violence faite aux femmes. La violence est une question cruciale pour moi. Je suis toujours
agacés, fâchés par le manque de progrès de ce côté-là, comme par exemple ce qui est arrivé aux femmes du Bangladesh, aux viols collectifs en Inde, aux pauvres femmes de Détroit qui ont été brûlées, dont une est morte et 2 s'accrochent à peine à la vie. Tout cela prouve que respecter les femmes et les protéger est une des questions des droits de la personne les plus fondamentales. Et ce n'est pas une question qui touche que les femmes, ça touche les hommes. Je le sais, mon fils le sait. Confrères et consoeurs, vous devez comprendre que nous devons nous assurer que nos enfants se mobilisent dans les questions communautaires quand ils auront 18 ans, quand ils auront 20 ans, parce que sinon, s'ils ne le font pas quand ils sont jeunes, ils ne le feront jamais. Nos enfants comprennent l'importance de s'engager dans leur collectivité. Vous savez pourquoi? Parce que leurs parents avaient de bons emplois syndiqués et ont pu tout leur donner, et nous leur disons maintenant, vous devez rendre quelque chose à la société. C'est un des principes fondamentaux qui nous unit. Je vais vous donner un exemple, le meilleur exemple que je peux vous donner. On parle toujours de ce que nous allons faire dans nos collectivités et on vit à Milton, à 45 minutes d'ici à peu près, dans la circulation de Toronto, 2h30, à 2h30 de distance. Alors, notre journal local, c'est le Milton Champion. Et on parle toujours de ce qu'on peut faire pour rendre tout ce qu'on a reçu à la communauté. Et samedi matin, on était à la table du petit déjeuner. Et dans ce journal, il y avait un homme, sur la page couverture, il y avait un homme qui était debout avec des chaussures, ou des hommes avec des chaussures à talons hauts, des chaussures roses. Et c'était une espèce de campagne de collecte de fonds. Et notre objectif, c'était d'éliminer la violence faite aux femmes. Et ce jour-là, nous nous sommes dit, ça va être notre responsabilité envers la communauté de Milton. Et donc, cette collecte de fonds a permis d'accumuler 6 000 $ la première année, 32 000 la deuxième, c'est notre 3e année, et on a accumulé plus de 100 000 $ dans cette collecte de fonds. Et cette 3e marche, là, ça va être dans quelques semaines. Confrères et consoeurs, la question, c'est pas une question d'argent, même si, bien sûr, c'est important. L'enjeu, je vais vous dire ce que c'est. L'enjeu, c'est que mon fils de 20 ans, il a eu 18 ans, 19 ans, il a maintenant 20 ans, a lancé la discussion dans son université, avec ses amis, dans les bars où il va prendre 2 bières et puis après je dois aller chercher au bar pour qu'il n'ait pas besoin de prendre le volant pour entrer. Mais surtout, il parle à ses amis et il amène ses amis à ces marches. Et cette fois-ci, on aura encore plus de jeunes gens à cette marche parce que pour chaque personne qui l'amène, cette personne en amène une autre et une autre et une autre et on fera les débats et on fera les discussions et c'est ainsi qu'on va changer les choses, une personne à la fois. Mettre fin à la violence faite aux femmes sera une priorité d'Unifor et cette priorité commence aujourd'hui, elle commence maintenant. Parce que j'ai parlé des atrocités dans le monde à l'égard des femmes, mais il y a beaucoup d'atrocités déjà ici au Canada. Le Canada n'est pas parfait. Et le Canada n'est pas innocent. Chaque année, il y a plus de 200 000 femmes qui sont victimes de violences. Plus de 200 000 femmes. Chaque jour, tous les jours, il y a plus de 3 000 femmes dans les centres d'accueil. Il y a 2 500 enfants dans les centres d'accueil tous les jours qui essaient d'échapper à la violence. Et je pense que ce qui est le plus déplorable, c'est la situation des femmes autochtones qui sont plus susceptibles d'être violentées, 8 fois plus susceptibles que les Canadiennes, que les autres Canadiennes. La violence faite aux femmes n'est pas une question qui intéresse uniquement les femmes, elle intéresse tous les hommes, elle nous intéresse tous. Et je voudrais que vous vous joigniez à moi pour montrer à toutes les femmes de ce syndicat à quel point nous tenons à elles et nous nous battrons pour elles et pour toutes les femmes.
Unifor contient 86 000 femmes, des militantes syndicales qui vont façonner notre syndicat, qui vont diriger, qui vont inspirer les autres et qui vont agir concrètement pour que nous atteignions l'égalité. Dans notre syndicat, nous allons en parler parce que nous agirons dans tous les systèmes. Voici ce que nous avons fait à la table de négociation collective. Nous avons un programme pour les femmes que nous faisons adopter d'une convention collective à l'autre. Nous avons 296 femmes intervenantes qui peuvent agir en cas de besoin. Et pourquoi est-ce que nous avons créé ce programme? Eh bien, c'est pour donner aux femmes qui sont victimes de mauvais traitements l'accès à de l'aide ou pour faire en sorte qu'elles puissent avoir de l'aide avant d'être victimes de mauvais traitements ou avant d'être assassinées. Notre engagement est que ce programme de femmes intervenantes sera déployé d'un bout à l'autre du pays pour que les femmes dans tous les milieux de travail sauront que l'aide existe si elles en ont besoin. Je voudrais vous parler d'une syndicaliste, une femme très spéciale, ma partenaire Leslie. Si vous voulez me connaître, vous devez connaître ma partenaire Leslie. C'est une syndicaliste dévouée, une mère, une négociatrice extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi je le sais. Quand j'ai rencontré Leslie, elle était vice-présidente d'une section des TCA, un aéroport de Winnipeg, et je vivais à Toronto, donc notre relation était une relation à distance. Et quand nous avons décidé, nous nous sommes demandé que pour voir si cette relation fonctionnait vraiment, il faudrait sans doute vivre dans la même province. Mais avant de s'engager, elle a dû négocier notre entente de cohabitation. Et donc elle m'a dit, écoute, tu dois savoir, et j'ai tout vérifié, aucune femme n'a jamais quitté un homme parce qu'il lavait la vaisselle après les repas. Elle a dit, j'ai vérifié. M'a dit, ça n'existe pas, la fée de la lessive qui mystérieusement va venir ramasser les vêtements, les laver puis les replacer dans les commodes. Et donc j'ai dit, Leslie, j'ai compris, et c'est tout à fait juste, mais j'ai une demande. Est-ce que ça te dérangerait beaucoup quand je laverai mes vêtements, que je lave les tiens aussi? Est-ce que ça te dérangerait beaucoup? Ça lui a plu. Ça lui a plu, on est ensemble depuis 24 ans. Elle m'a appris à respecter l'égalité en tant que partenaire. Elle m'a appris le respect mutuel, l'amour. Je suis très, très heureux de l'avoir dans ma vie. Leslie Dias. Alors, ma fille Casey n'est pas là, elle est à Winnipeg, elle est photographe, elle s'est engagée pour faire les photos d'un mariage et donc elle ne peut être là, elle était furieuse de ne pas pouvoir changer d'engagement. Ma fille Carly, elle est infirmière, c'est ma travailleuse des soins de santé spéciales. Carly fait signe à tout le monde. Et ma fille Rebecca. Ma Rebecca. Disons qu'elle est la fille de son père, celle-là. Et vous voyez à quel point elle a l'air timide, tout à fait. Donc, c'est la fille de son père. Et je l'adore. Unifor sera un syndicat pour les familles. Je remercie ma famille, mes 3 sœurs, ma famille élargie, parce que sans l'appui de ma famille, je ne serais pas là aujourd'hui, je le sais. Je vous remercie tous. Confrères, consoeurs, c'est une journée historique. C'est une journée extraordinaire pour nous tous. Et Unifor marque déjà l'histoire. Tout le monde ici fait partie de cette histoire. Et pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Parce que nous savons que le Canada, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est pas à la hauteur, échoue et ne nous donne pas la sécurité, le respect que nous méritons,
la richesse augmente et l'austérité pourtant nous tire vers le bas. Le capitalisme est en mode offensif, même si le capitalisme a commis des erreurs incroyables. Pensez-y, la crise financière mondiale, la pire récession depuis les années 30. Elle n'a pas été causée par les syndicats, elle n'a pas été causée par les impôts, par les programmes sociaux. Cette récession a été causée par la cupidité corporative. C'est ce qui est la cause de la récession. Notre économie ne s'améliore pas, contrairement à ce qu'ils nous disent. Les emplois sont pires, la vie empire. Si on compte le chômage caché, on a plus de 2 millions de Canadiens au chômage. Et on dit que ce serait le progrès, ça? C'est une tragédie absolue. Il faut absolument en changer. Parce que oui, c'est vrai. Bon, ils créent certains emplois, mais ce sont des emplois précaires avec des heures terribles et des salaires pitoyables et pas de pension et pas d'avantages sociaux. Et les salaires moyens ne sont guère mieux aujourd'hui qu'il y a une génération. Et pour bien les Canadiens sont pires. Et ce qui m'enrage le plus, c'est que cette baisse n'est pas le résultat de circonstances externes qui ne dépendent pas de nous. Non, elles sont le résultat de choix qui furent faits, des choix cependant que nous pouvons arrêter et changer. L'inégalité n'est pas un accident, c'est un choix, c'est un plan. Le secteur manufacturier qui s'est effondré à cause du libre-échange, la valeur du dollar, c'était un choix. Les réductions à l'assurance chômage, c'était un choix pour forcer les gens à quitter leur localité pour accepter des emplois qui payent encore moins cher. C'était des choix, tout cela. C'était des choix qu'on aurait pu éviter. Déréglementer le secteur des télécommunications, c'est un autre choix. Supprimer les restrictions quant à la propriété étrangère, encore un autre choix. Éviter Verizon dans le marché canadien avec des privilèges spéciaux, c'est un autre choix. Un choix fait par notre premier ministre et un choix fait par son caucus conservateur. Ils savent très bien, confrères et consoeurs, ce ne sont pas des idiots, pas complètement en tout cas, pas complètement idiots. Ils savent bien qu'ils vont transférer des milliers de postes de télécommunications canadiennes vers les États-Unis. Ils le savent. Ils ne cherchent pas à protéger les consommateurs, ils ne cherchent pas à réduire nos frais de sans fil. Ils sacrifient une industrie canadienne importante pour appuyer l'idéologie canadienne sur la mondialisation qui, selon eux, fonctionne toujours. What if Verizon hands over our communications records? Verizon donne nos dossiers aux Américains et qu'on est surveillé. Ce sera trop tard pour protéger nos vies privées. C'est ce qui va arriver, confrères et consoeurs. Il ne faudrait jamais oublier que ça aussi c'est un choix qui avait été fait. Un choix fait par notre gouvernement sans notre consentement. Chers délégués, c'était des choix qui ont été faits, de mauvais choix qui ont été faits. Confrères et consoeurs, et le moment est venu de faire d'autres choix. Unifor est ici parce que le moment est venu de cesser d'être sur la défensive et se mettre sur l'offensive. Il faut cesser de réagir et commencer à agir. C'est nous qui devons donner le ton. J'aimerais vous raconter une histoire de choix, une histoire qui résume exactement ce qui ne va pas avec le Canada aujourd'hui. Nous n'allons jamais oublier l'horrible tragédie survenue au lac Mégantic. 2 dirigeants de la section locale de 189 sont morts. Rosé Paquette, 61 ans, président chez une compagnie de fabrication de granules de bois. Il est mort dans l'incendie qui a engouffré sa maison, dans son lit. Yves Boulet avait 51 ans, militant syndical depuis 20 ans. C'était le président d'unité à Bestar, un fabricant de meubles de bureau.
Le confrère Brûlé était parmi ceux qui ont été pris dans le musicafé lorsque l'explosion et le feu a ravagé la ville. Nous ont jamais, vous oubliez jamais. We will never forget. Nous n'allons jamais oublier. C'était pas un simple accident. C'est quoi la vraie histoire derrière l'histoire de Lac Mégantic? MMA, le chemin de fer, rachetait des voies de la CP, une autre compagnie ferroviaire, parce qu'ils voulaient se débarrasser des itinéraires qui rapportaient le moins. MMA voulait enfin en retirer le maximum. Donc, ils ont réduit les effectifs de 50%. Ils ont réduit les salaires de 40%. Rappelez-vous, confrères et consoeurs, ces emplois, dans le temps, étaient faits par des travailleurs syndiqués. C'était de bons emplois avec de bons salaires et des avantages sociaux. Mais plus maintenant. Dans l'industrie ferroviaire, on a créé des emplois non syndiqués dans de pires conditions de travail. À MMA, ils ont décidé d'avoir des équipes avec une seule personne. Ils ont stationné des trains la nuit sur les grandes lignes. Tout ça pour économiser. En 2012, le taux d'accident de MMA, c'était 2 fois la moyenne de l'industrie. Pire encore, c'est le gouvernement qui a permis tout ça. Le gouvernement a facilité tout ça. Le gouvernement a donné l'aval au chemin de fer et il leur a donné tout ce qu'ils demandaient. Il y a des années, les consoeurs, les chemins de fer desservaient le public. Ensuite, ça a été déréglementé. Ils ont réorganisé notre réseau ferroviaire autour du libre-échange et c'était les profits à tout prix. Encore une fois, confrères et consoeurs, c'est un choix qui est fait, en connaissance de cause, un choix. On a choisi de gérer notre économie, de gérer nos chemins de fer comme ça. Et une nuit en juillet, MMA a laissé un wagon de chemin de fer plein de pétrole sur une colline, pas surveillée, pas bien attaché. Ce wagon a tué 47 personnes lorsqu'il a pris en feu au beau centre-ville. Et le pire là-dedans, c'est que la compagnie n'assume pas du tout la responsabilité de ce qu'elle a fait, d'avoir tué tout ce monde-là. La compagnie est déjà en faillite et c'est à nous de réparer les dégâts. Et le gars a rempli les poches et s'est enrichi à exploiter MMA. Et puis, il se lave les mains de la catastrophe humaine qu'il a provoquée. On ne peut pas le laisser faire. On ne peut pas, laisser sa compagnie s'en sortir indemne. Ce gars-là, il devrait passer le restant de ses jours en prison. En prison, je vous dis. Confrères et consoeurs, Lac Mégantic représente le triomphe de la cupidité sur l'humanité. Le moment est venu de cesser de faire ce genre de choix. Des choix comme celui de la déréglementation, la privatisation, le libre-échange, le fait de sacrifier les communautés au nom des profits. Le moment est venu de faire de meilleurs choix. Notre société est tout à l'envers. C'est notre responsabilité de renverser le courant, de tout remettre à l'endroit. Et c'est ce que nous allons faire. Ça ne va pas arriver comme ça. Ça ne va pas arriver parce qu'on se plaint. Le changement, ça arrive lorsqu'on agit tous ensemble. Mais à moins de rebâtir nos syndicats, les résultats ne seront guère meilleurs. Et il faut qu'on fasse mieux
que ce qu'on fait en ce moment. Et parfois, il faut changer notre façon de faire les choses. Parce que nous devons faire mieux pour nos membres et pour tous les travailleurs et travailleuses du Canada. Unifor, ça doit être un syndicat tout nouveau. Mais qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? C'est l'envergure. Ce sera sans précédent. Nous serons le plus gros syndicat industriel au Canada, de l'histoire du Canada d'ailleurs. Nous allons représenter des travailleurs et travailleuses dans 20 secteurs économiques. Nous aurons une masse critique des travailleurs dans toutes les provinces, dans le secteur privé, dans le secteur public. Tout ça réuni sous un seul 3 syndicats. Nous représentons toute la chaîne de valeur de l'économie, les ressources, les transports, la fabrication, les communications, les services. On a une présence dans tous ces secteurs. Nous aurons une caisse de défense de 440 millions de dollars. C'est assez gros pour s'assurer qu'il n'y a pas un seul membre d'Unifor qui sera acculé à la fin par le patron. Aucun membre d'Unifor ne sera jamais acculé à la fin. Je vous le promets, il y a déjà eu de grands syndicats canadiens. Le SEP, les TCA étaient d'abord et avant tout de grands syndicats canadiens. Mais ensemble, nous pouvons dire que Unifor, c'est un syndicat pour tout le monde, où que vous soyez, où que vous travaillez, où que vous habitiez. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Unifor? On va employer les dernières technologies pour les négociations, les communications, les stratégies. Regardez notre congrès. C'est diffusé en direct. On a les médias sociaux. On sera plus ambitieux, plus créateur que n'importe quel autre syndicat dans l'histoire du Canada. Nous allons dépenser 10 millions de dollars par année. Nous avons mis en place un plan pour s'assurer que cet argent soit dépensé à bon escient. Et c'est pas tout. Les statuts d'Unifor permet d'accueillir des travailleurs et travailleuses qui n'ont pas pu avoir les avantages d'être syndiqués. Il y a des milliers de travailleurs et travailleuses qui sont exclus de la négociation collective. Nous allons maintenant avoir nos sections communautaires, tout groupe avec un plan, avec un intérêt commun, peut se joindre à notre section locale, ou notre section communautaire, pardon. Comme ça, on aura la solidarité. On aura cette solidarité, on va s'en servir pour améliorer nos vies. Aujourd'hui, nous créons un nouveau syndicat, mais on ne va jamais oublier nos racines. On s'inspire d'une histoire très riche et nous allons toujours maintenir et honorer les traditions qui ont fait que le SCP et les TC ont si bien réussi. On se souviendra de tous les syndicalistes qui étaient là avant nous, ceux qui ont bâti les syndicats, qui ont mené à Unifor. Le SEP, c'était un résultat de 8 fusions, les TCA de 40 fusions, et aujourd'hui, c'est la plus grosse fusion de toutes. On est en train de bâtir une organisation diversifiée et puissante, avec du monde de toutes les provinces et de toutes les industries, avec une vision, avec une puissant et créatif. Laissez-moi vous parler un peu de notre histoire. Le SEP a été fondé en 1992. Et ça a marqué le début de la canadianisation du mouvement syndical. Parmi ces principes, il y avait un fort engagement envers la négotype. C'est un syndicat militant. Ils ont lutté pendant très longtemps. Fletcher Challenge, 9 mois. Abitibi-Bowater, 5 mois en grève. Belle Alliance, 6 mois. Il ne faut pas oublier Petro-Canada, la grève de Petro-Canada qui a duré plus de 13 mois. Confrères et consoeurs, le CEP a démontré au patron qu'on peut toffer un jour de plus que le patron. Et à l'Unifor, nous n'allons jamais oublier ces leçons et nous allons toujours toffer un jour de plus que le patron. Et il faut être fort. C'est le genre de culture qu'on a au SEP. Le SEP a lutté pendant 14 ans avec Bell Canada. Il s'agissait d'équité salariale pour 4700 personnes. 14 ans pour 4700 personnes.
des standardistes. Beaucoup avaient pris leur retraite, certains avaient perdu leurs emplois, mais le CEP a continué à lutter. Au bout de 14 ans, ils ont pu obtenir 100 millions de dollars. Les hommes et les femmes qui s'étaient fait peser par Delkena pendant toutes ces années-là ont reçu ce qu'ils méritaient. Les femmes ont vu rajuster leur salaire. On a retrouvé ces femmes qui avaient pris leur retraite. Ils ont reçu chacune 15-20 000 dollars. Leurs pensions ont été rajustées. Et ils étaient partis depuis des années. Et c'est ça le genre de syndicat qu'on est, confrères et consoeurs. Confrères et consoeurs, ça c'est uniforme. La CEP était connue pour être progressiste, pour ses politiques progressistes. Le CEP a fait effectuer de gros changements. C'était le premier syndicat canadien qui a dit, écoutez, on appuie l'accord de Kyoto. Et avec le CFP, le CEP a pu, enfin, bloquer Mike Harris, a empêché la plus grosse privatisation, campagne de privatisation. Et si on peut empêcher que Harris privatise Hydro One, enfin, on a encore du travail à faire pour ralentir Harper et ses conservateurs. On ne va pas laisser privatiser nos industries. À tous les militants et militantes du CEP, à tous les dirigeants et dirigeantes locales, les anciens dirigeants et dirigeantes, je vous remercie chaleureusement pour tout ce que vous avez contribué, pour votre militantisme, pour votre passion. Je vous remercie d'avoir apporté tout ça uniforme, tout cet enthousiasme. Laissez-moi vous parler un peu de l'histoire des TCA, l'autre moitié des TCA. On a constitué notre syndicat en 85 et c'était un moment historique dans l'histoire du mouvement syndical. Et on voulait être maître chez nous. On savait qu'on n'avait pas les services qu'on demandait. Lorsqu'on faisait partie d'un syndicat international. Le syndicat international ne nous respectait pas, il voulait nous contrôler. Il ne comprenait pas l'identité canadienne. Donc nous avons décidé de partir tout seul et suivre notre propre chemin. On a voulu avoir un syndicat canadien avec des valeurs canadiennes pour répondre aux priorités canadiennes et on a bien représenté, bien habilité nos membres. Les TCA a toujours été axé sur le militantisme social. Nous nous sommes battus dans l'arène politique, nous nous sommes battus pour les avantages sociaux, pour aider tous les travailleurs et travailleuses dans nos communautés. On a été les pionniers pour les avantages sociaux pour les couples du même sexe. On a obtenu des garderies subventionnées. On a eu des dispositions anti-harcèlement dans nos conventions collectives, les services juridiques pour les familles. Mais lorsqu'on négocie tout ça, et lorsqu'on va négocier comme Unifor, on comprend, oui, on négocie d'abord et avant tout pour nos membres, et ensuite on l'applique dans les grandes sections locales, et ensuite on l'applique dans les petites sections locales, et on s'assure que tout ce qu'on a pu avoir comme syndicat et comme organisation va être rejoindre éventuellement les autres travailleurs et la communauté tout entière, parce qu'on demande pour nous, on le demande pour tous les Canadiens et Canadiennes. Le programme d'éducation des TCA, c'est le plus grand et le meilleur de tous les programmes de ce genre au Canada. Et Port Elgin est au cœur de tout ça. Nous allons continuer là-dessus parce que Port Elgin, c'est un joyau. Nous voulons que le centre soit utilisé, mais l'éducation ne se limite pas pour Elgin. On va le faire dans toutes les villes, dans toutes les sections locales. Nous allons offrir de meilleurs services d'éducation. On va former nos jeunes, éduquer nos jeunes. Je m'engage à ce que ce soit le cas. Les TCA
était connu pour son leadership et son unité. Nous sommes un syndicat qui arrivait à faire des choses. On a eu des débats, des controverses, des disputes. On en a eu beaucoup, finalement. Mais une fois qu'on avait débattu et disputé, on s'était disputé là-dessus, on allait de l'avant, unis et solidaires, parce qu'on savait que pour réunir, pour s'avancer, il fallait enfin avancer tous ensemble. On a eu des dirigeants très connus, dirigeants forts, mais ça reflétait notre système. C'est nous qui avons fait que c'était le cas, parce que nos dirigeants savaient que lorsqu'on se décidait, ça y était. Tout le monde était derrière eux. C'est ça, la puissance collective. Ça veut dire que lorsqu'on s'entend pour faire quelque chose, on se serre les coudes, on y va tous ensemble. C'est cette culture de l'unité. Ce sera essentiel pour le nouveau syndicat. Nous allons l'encourager chaque fois qu'on va lutter, chaque fois qu'on remportera une victoire. On va le faire ensemble. On va travailler ensemble. Nous allons agir ensemble. On soit unis dès le début. Il faut que ce soit le cas parce qu'il faut qu'on se sauve, il faut qu'on se protège au fur et à mesure qu'on bâtit notre nouveau syndicat. J'aimerais dire aux membres, aux dirigeants et aux militants des TCA que je vous salue, je suis reconnaissant et Unifor ne va jamais oublier tout ce que vous nous aurez légué. Nous n'allons pas oublier tout ce que nous avons appris. Toutes ces leçons nous sont précieuses, mais on ne peut pas se laisser accaparer par le passé. Aujourd'hui, on crée un nouveau syndicat. À partir d'aujourd'hui, on commence on marque le début de nouvelle ère de notre histoire. Au cours des 2 dernières années, on a demandé aux membres quel genre de syndicat ils voulaient. Ils ont dit qu'ils voulaient un syndicat moderne, imputable, transparent et surtout progressiste. Ils voulaient qu'on se bat pour l'égalité, pour l'inclusion. Ils voulaient un syndicat qui communique bien et qui écoute aussi bien qu'il parle. Nos membres sont des femmes, des hommes, gays, straight, des lesbiennes, enfin des travailleuses de couleur. On va lutter contre la discrimination et pour l'inclusion. Pensez au moment qu'on a choisi pour avoir notre congrès. Il y a 50 ans, ce mercredi, c'était le 50e anniversaire de la marche sur Washington. Et c'était quoi les objectifs? On voulait parler d'égalité économique et raciale, on parlait d'emploi, il s'agissait d'avoir un rêve, d'avoir de l'espoir. Et pourquoi est-on là aujourd'hui? On est là aujourd'hui, confrères et consoeurs, parce qu'on veut un syndicat, une société fondée sur l'égalité raciale et économique. On veut avoir des possibilités, on veut avoir de l'espoir. On veut avoir tout ça qui a déclenché cette marche il y a 50 ans. C'était le rêve de Martin Luther King il y a 50 ans. Et il y a presque 4000 personnes ici dans cette salle qui ont le même rêve que Martin Luther King. On rêve d'avoir la liberté des emplois et ce sera vraiment la devise d'Unifor. On ne va jamais oublier qu'il n'y a pas d'égalité sans justice. Il n'y a pas de justice tant qu'il y a du racisme et de la discrimination qui sévit dans notre société. Je voulais également parler de nos communautés LGBT, nos membres et nos alliés. Unifor prendra position là-dessus. Lorsque vous aurez besoin de solidarité, vous l'aurez. Je suis dégoûtée par ce qui se passe en Russie. En Russie, on a adopté des lois anti-gays. Maintenant, c'est un crime. Les parlementaires russes ont voté à l'unanimité pour cette loi. C'est une honte. Je dois vous dire qu'il faut condamner
cela, il faut exprimer notre solidarité avec la communauté LGBT en Russie. Et je le fais tout de suite. Je le ferai tout de suite après le congrès. Je vais envoyer une lettre à Poutine pour dire qu'on est complètement dégoûté par ce que son gouvernement a fait, que nous allons travailler avec les communautés en Russie. Nous allons encourager la classe ouvrière en Russie à se mettre debout et à travailler pour éliminer la haine et le racisme en Russie, parce que c'est une bataille que nous devons livrer. Braves confrères et consoeurs, je m'engage à ce que Unifor soit un syndicat qui se batte toujours pour la justice sociale. À la table de négociation, on sera féroce. Pensez-y, le syndicat met de l'argent dans la poche de nos membres. Pensez à l'avantage syndical, confrères et consoeurs. Un travailleur syndiqué gagne 5 $ de plus l'heure qu'un travailleur non syndiqué. Une femme gagne 7 $ de plus qu'une femme travailleuse non syndiquée. C'est ça l'avantage syndical. Ça, c'est la valeur économique des syndicats. Les syndicats donnent $1 milliard de plus aux Canadiens. Toutes les semaines. Je ne vais pas m'en excuser. Je ne vais pas m'excuser si on a réussi à la table de négociation. On devrait tous en être fiers. Parce que ce n'est pas un crime au Canada que d'avoir un salaire décent. C'est un crime pour nous de gagner assez pour faire vivre nos familles, pour envoyer nos enfants à l'école et pour avoir une pension. Ce n'est pas un crime tout ça. C'est notre droit. Et Unifor va revendiquer ce droit et faire de ce droit une réalité. Parce que chaque travailleur et travailleuse au Canada devrait avoir le droit d'avoir un bon emploi avec un bon salaire, des avantages sociaux et une pension. Et devrait avoir le droit et la chance de travailler avec un syndicat. Oui, faire des progrès à la table de négo, c'est important. Mais on sera tout aussi efficace dans l'arène politique. Les gouvernements vont savoir exactement qui on est. Notre syndicat a été constitué au milieu d'une lutte historique pour défendre les droits des mouvements syndicaux. Le gouvernement conservateur a décidé de remettre en question notre droit de syndiquer et de percevoir des cotisations. Il s'attaque à nos cotisations, il s'attaque à nos finances, il s'attaque à notre capacité de représenter nos membres. Ce ne sera pas la dernière fois qu'on fera et consoeurs. Et s'attaque carrément à la formule RAND. On reconnaît l'importance de la formule RAND. C'est la section locale 200 à Windsor qui a gagné la formule RAND. Il y a une grève historique. J'invite les délégués de la section locale 200 à se mettre debout. Où sont les délégués de la section locale 200 qui se sont battus pour avoir la formule RAND? Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le mouvement syndical au Canada. Je promets à tous les syndicalistes qu'on ne va pas nous enlever la formule RAND. Pas sans toute une bataille. C'est un principe fondamental de la démocratie que lorsque tout le monde décide d'avoir un syndicat, tout le monde paie sa part parce que tout le monde en profite. Soyons honnêtes. Éliminer la formule RAND, enfin, c'est ni plus ni moins une tentative de détruire notre mouvement et d'avoir des milieux de travail sans syndicat. Le gouvernement s'attaque à nos libertés fondamentales, mais il ne faut pas se tromper. Unifor va se distinguer de par notre persévérance, par notre force, par notre présence. Nous allons rejoindre nos membres, nous allons nous battre, nous allons faire tout ce qui est nécessaire
dans tous les secteurs économiques, les 20 secteurs économiques où on a une présence. Nous allons tout faire pour préserver le droit à la négociation collective, comme les membres de la section locale 200 l'ont fait il y a plus de 70 ans maintenant. Et maintenant que le Premier ministre a prorogé encore une fois le Parlement, avec la prorogation, encore une fois, on a renversé le vote historique qui a eu lieu au Sénat pour modifier le projet de loi 377 qui s'attaque aux droits syndicaux. Le projet de loi 377 doit être renvoyé aux syndicats. C'est une perte de temps et d'argent. Le projet de loi est erroné. Nous, on le sait, eux, ils le savent. Tous les experts qui ont comparu devant le comité du Sénat le savaient également. Nous avons un problème d'imputabilité au pays, mais ce n'est pas les syndicats qui ont le problème. La dernière fois que je l'ai regardé, Pamela Wallin n'était pas membre d'un syndicat, Mike Duffy n'était pas membre d'un syndicat, Patrick Brazo n'était pas membre d'un syndicat, Mark Harp n'était pas membre d'un syndicat, Nigel Wright n'était pas syndiqué non plus. C'est pas eux qui ont dépensé, enfin, ou ils ne dépensaient pas nos cotisations et dépensaient l'argent des contribuables. Et maintenant, on va faire une vérification des dépenses de tous les sénateurs. Ça va coûter plus de 2 millions de dollars aux contribuables canadiens. Moi, je peux penser une façon d'économiser un petit peu. On va juste abolir le Sénat, comme on va abolir notre syndicat. Si vous voulez dépenser l'argent des membres, votez là-dessus. Vous avez des syndicaux qui vérifient les dépenses qu'elles font par année, qui en font rapport aux membres. Nous avons des états financiers vérifiés que n'importe quel membre peut regarder. Et même si vous abusez de l'argent des membres, vous n'avez pas juste à rembourser, vous êtes expulsé. Et c'est ça qu'il faudrait faire avec. Il faudrait les expulser carrément. L'imputabilité? Oui, un peu d'imputabilité. Parlons-en de l'imputabilité. Proroger le Parlement. Nuire à la démocratie. Ce n'est pas de l'imputabilité, ça. C'est éviter l'imputabilité. Depuis les dernières élections, ça va là? Depuis les dernières élections, le gouvernement Harper est intervenu à la table de négociation 5 fois pour casser les grèves, pour aider les employeurs. Poste Canada, CPRI, 3 fois chez Air Canada. Donc 5 fois, ils ont privé les travailleurs de leur droit de faire la grève. Laissez-moi vous poser la question suivante. Où est le ministre du Travail aujourd'hui? Son propre gouvernement est en grève illégale en ce moment, refuse de venir travailler, a fermé le Parlement pour éviter les derniers scandales. Où est la ministre du Travail? Qu'elle ordonne à ses députés de revenir au travail. Si vous pouvez ordonner aux postiers de réintégrer le milieu de travail dans l'intérêt de la population, et si vous pouvez vous opposer à ce que veulent les travailleurs, vous pouvez certainement ordonner aux députés de revenir travailler pour qu'ils s'occupent des affaires de la nation. Et nous savons pourquoi les conservateurs agissent ainsi. Ils ne nous aiment pas, tout simplement. Ils n'aiment pas ce que nous défendons, ce que nous représentons. Ils n'aiment pas notre influence dans les débats politiques. Ils pensent pouvoir nous museler. Eh bien, ce pays a besoin de voix politiques, encore plus et à tous les niveaux. Et nos voix se feront entendre clairement, haut et fort. Utilisons nos voix pour demander un sommet sur les emplois. Utilisons nos voix pour demander une stratégie canadienne d'approvisionnement public. C'est simple, ce n'est pas compliqué. C'est la même politique qui a donné du travail à 400 jeunes à Thunder Bay pour fabriquer des voitures de chemin de fer après que notre syndicat ait forcé le gouvernement, ait forcé Toronto plutôt, à s'approvisionner au Canada pour ces voitures de métro. Alors,
Pourquoi est-ce que le gouvernement, les entreprises, les syndicats, les collèges, les universités ne pourraient pas se réunir dans une salle, ensemble, pour parler d'emploi? Est-ce qu'on ne pense pas que les chômeurs, nos jeunes, ne le méritent pas? Et je vous dis ceci, confrères et consoeurs, parce que essayer d'amener le gouvernement à s'approprier vraiment la création d'emplois, c'est comme arracher des dents. Alors, permettez-moi de vous proposer ceci à chacun de vous et chacune de vous dans cette salle. Je propose qu'Unifor organise un sommet de l'emploi avec toute autre entité qui pense que nous avons un problème au niveau des emplois. Faisons-le nous-mêmes. La première année de notre existence, qu'en pensez-vous, confrères, consoeurs? Est-ce qu'on doit ça aux chômeurs? Faisons entendre notre voix pour dire fini aux accords de libre-échange comme celui avec l'Europe, parce que nous faisons à quoi cela rime, nous savons que cela va mettre en péril des dizaines de milliers d'emplois dans le secteur manufacturier, de l'automobile, des télécommunications, cela va éliminer toutes les règles d'approvisionnement locaux et cela amènera nos aînés à payer leurs médicaments encore plus cher. Il faut créer une stratégie énergétique du Canada, une stratégie qui utilise notre énergie à bon escient, avec la durabilité en tête, avec une valeur ajoutée à cette énergie ici au Canada, plutôt que simplement l'extraire du sol et la transférer sous forme brute aux États-Unis. Pourquoi ne pas nous donner une stratégie ici pour créer encore plus d'emplois ici? Pourquoi ne pas raffiner cette énergie ici? Pourquoi ne pas profiter de la présence de nos matières brutes au Canada, de nos ressources naturelles pour créer les emplois dont nos jeunes ont besoin? Nous utiliserons notre voix dans l'accord de libre-échange. Nous nous assurons que les soins de santé, les soins pharmaceutiques seront protégés. Nous devons protéger nos travailleurs de la santé contre la prochaine vague d'austérité et nous parlerons haut et fort des pensions. Nous rejetons l'idée voulant que les Canadiens doivent travailler maintenant jusqu'à 67 ans avant d'avoir leur pleine retraite. Nous nous battrons et nous leur montrons qu'en améliorant le RPC, c'est la meilleure solution au problème de pension, mais c'est aussi la meilleure solution pour créer des emplois pour les jeunes. Il faut s'assurer de s'occuper de nos aînés avec dignité, qu'ils aient une pension suffisante et que, en prenant leur retraite, ils feront de la place pour les jeunes d'aujourd'hui. En bref, nous devons donc créer ce syndicat qui jouera un rôle politique au Canada, parce que nous créons un syndicat qui va créer une politique de l'espoir, qui va créer des débouchés, qui va éliminer l'intolérance et qui va parler de solidarité sociale. Unifor sera au cœur de la politique, confrères et consoeurs. En tant que syndicat, nous participerons à ces discussions honnêtement et indépendamment. Nous défendrons les intérêts de nos membres et de tous les travailleurs aux tables de négociation et dans la société en général. Quand on pense à l'espoir et quand on pense à l'amour politique, il faut penser à Jack Layton, qui a perdu la vie il y a 2 ans. Je vous invite tous à vous rendre au terminal, au quai, juste ici à côté, pour voir la statue érigée en hommage à Jack Layton. Et c'est un cadeau de la Fédération des travailleurs. Et Jack est sur un tandem. Et le logo en anglais, c'est Jack has your back. Donc Jack vous protège. Jack est derrière vous et vous protège. Et il nous protégeait. Eh bien, nous devons nous mettre à la place avant de ce vélo, ce tandem, et prendre les choses en main. Parce que, confrères et consoeurs, une ville comme Toronto, par exemple, a besoin d'un maire de classe mondiale, de catégorie mondiale. Malheureusement, on a quelqu'un de divisif, un menteur, un conservateur qui n'est pas de catégorie mondiale, qui s'attaque aux travailleurs et il est plus intéressé à cela qu'à consolider sa ville. J'espère que la prochaine fois que nous nous réunirons à Toronto, que nous inviterons le nouveau maire de Toronto, la maire Olivia Chow. La bataille d'Unifor
est une bataille pour nos droits, pour un Canada meilleur, mais nous devons le faire en solidarité avec l'ensemble du mouvement syndical. Au nom de vous tous aujourd'hui, au nom de toutes les sections locales, nous transmettons nos salutations de solidarité avec tout le mouvement syndical. Nous avons le confrère Giorgetti, Morris, Newman, nous avons plein de leaders syndicaux de partout au pays qui sont avec nous aujourd'hui. Nous vous disons qu'Unifor est là pour travailler pour l'unité et la solidarité. Vous pouvez compter sur nous. Ce sera un mouvement à partir de la base Unifor. Ce sera un mouvement à partir de nos conseils du travail, des fédérations et du Congrès du travail du Canada. Et nous sommes fiers d'avoir ici tous ces invités fraternels du grand mouvement syndical. Des leaders d'Europe, d'Australie, d'Amérique latine, du Mexique, des États-Unis. Confrères, consoeurs, camarades, bienvenue à ce grand congrès. Vous êtes ici aujourd'hui grâce aux relations de travail et aux amitiés que nous avons bâties au fil des ans. Au cours de toutes ces luttes partagées, ces liens se resserreront avec Unifor. Nous savons qu'à bien des endroits, les militants syndicaux se battent pour la démocratie. Les syndicalistes ont toujours été les premières cibles des régimes régressifs. Nous serons à vos côtés. Nous prenons l'engagement envers une solidarité internationale et cela fera partie de tout ce que l'on fait. Et en même temps, nous savons que nous pourrons compter sur votre appui. Nous sommes renforcés par vous, inspirés par votre courage, votre militantisme. Vos circonstances sont encore plus difficiles que les nôtres ici. Mais regardez partout ailleurs dans le monde, confrères et consoeurs, regardez les travailleurs d'Afrique du Sud, 300 000 travailleurs d'Afrique du Sud dans la rue qui se battent contre l'austérité. Ils exigent la justice économique, comme ils se sont battus il y a des années pour mettre fin à leur terrible régime de l'apartheid si opprimant. Et voyez les travailleurs de Corée, une tradition extraordinaire de militantisme syndical. Ces syndicats font face aux mêmes menaces des compagnies américaines avec qui nous composons ici aux États-Unis, les menaces comme nous. Pensez-y, General Motors qui dit aux travailleurs de Corée qu'à moins de réduire leur salaire et leur militantisme, General Motors quittera la Corée du Sud. Eh bien, je dis à General Motors tout de suite, ici, maintenant, nous allons épauler ces travailleurs de Corée. Nous allons épauler les travailleurs de General Motors partout dans le monde, parce que si vous vous attaquez aux travailleurs de Corée, c'est comme si vous vous attaquiez aux travailleurs du Canada. Nous allons nous battre à leur côté. Écoutez, regardez les travailleurs de la restauration rapide aux États-Unis qui ont déclenché une grève, même sans un syndicat, pour obtenir le salaire minimum. C'est un signe de courage. Ici, ceux de la restauration rapide se battent pour avoir une certaine sécurité d'emploi, une certaine décence aux États-Unis. Eh bien, nous tous, dans cette salle, devrions travailler avec les travailleurs de la restauration rapide partout au Canada pour faire savoir à ces travailleurs que nous sommes avec eux et que nous les appuierons jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette justice sociale. Je dis à nos amis de la société civile et du mouvement de la justice sociale et du mouvement écologique, sachez qu'Unifor est votre partenaire. Nous serons de pleins partenaires avec ces luttes partagées pour la paix, la justice et la durabilité. Nous voulons transmettre un message d'espoir à tous les travailleurs du Canada. Ils ont tous besoin du pouvoir d'un syndicat. Les travailleurs dans des emplois non syndiqués, les étudiants, les jeunes travailleurs, les travailleurs précaires, les travailleurs sous-employés, occasionnels, temporaires et tous ceux à qui on a dit les syndicats, ça n'est pas pour vous, eh bien sachez qu'aujourd'hui nous créons un syndicat pour vous, Unifor, un syndicat pour vous. Nous vous invitons à changer votre vie en adhérant à nos luttes. Et ce faisant, vous changerez notre mouvement syndical et notre pays. Pour que notre rêve se concrétise, il nous faut un plan. L'énoncé de principe dont nous discuterons
présente plusieurs options et propose un plan et nos priorités. Première tâche, créer notre nouveau syndicat. Nos membres ont besoin de se rencontrer, devront commencer à travailler ensemble à tous les paliers. Nous devons créer un nouveau conseil, nous faire connaître du public, s'assurer que le logo d'Unifor sera partout où se trouvent nos membres. Bâtir Unifor commence par la mobilisation de nos membres. Notre document du Congrès décrit un programme de mobilisation des membres très ambitieux. Regardez ce plan et demandez-vous ce que vous pouvez faire dans votre syndicat local, dans votre lieu de travail, comment mobiliser vos propres membres pour bâtir Unifor. Les membres ont besoin d'entendre parler d'Unifor, le voir, y être liés dans la transition. Nous allons nous assurer que la transition avec le personnel, la négo, etc. se fasse sans faille. Nos sections locales sont la fondation d'Unifor et notre document demande un groupe de travail sur la consolidation des sections locales. Je vais m'assurer de créer ce groupe de travail, de le lancer dans les prochains mois. Et après le Congrès, nous allons aussi lancer notre nouvelle stratégie de recrutement et nous discuterons de ce plan en détail demain. Nous avons une vision, les ressources pour que cela se fasse et c'est à nous maintenant de jouer. Je voudrais féliciter le nouveau Conseil exécutif national, les nouveaux membres de notre nouvelle équipe unité qui compte plus de 40% de femmes au sein de ce nouveau Conseil exécutif national. Ensemble, nous serons une équipe collective, imputable, responsable. Je vous suis reconnaissant de l'engagement personnel que vous prenez ici aujourd'hui à l'égard de ce nouveau syndicat. Je rends hommage à notre personnel, nos représentants, ceux des différents services, le personnel de soutien. Nous avons besoin de l'aide de tous pour créer ce grand syndicat. Enfin, permettez-moi de vous dire ceci. Les leaders, les militants dans cette salle, c'est à vous. C'est à vous de donner forme à nos décisions et de porter ces décisions et ce plan aux 300 000 membres dans les lieux de travail. Nous ne serons pas jugés sur la base de notre rhétorique, mais de nos actions. Et voilà pourquoi nous sommes des militants syndicaux, parce que nous voulons l'action. Voilà pourquoi Unifor, d'abord et avant tout, doit être un syndicat qui lutte, un syndicat qui identifiera l'injustice où qu'elle se trouve et qui agira instantanément pour l'éliminer. Les Canadiens commencent à connaître maintenant notre nouveau logo, notre nouveau nom. Ils se familiariseront avec notre nouveau syndicat, le symbole du militantisme, de la solidarité, de la différence. Aujourd'hui, confrères et consoeurs, nous créons un nouveau pays. Nous créons un syndicat avec une vision d'égalité. Nous sommes tous mobilisés dans la lutte pour l'égalité. Nous créons un syndicat qui recrute tous les jours, car nous comprenons que si nous ne pouvons pas recruter, nous mobiliser, nous ne pourrons pas recruter à l'extérieur. Nous créons un syndicat qui se battra pour protéger notre démocratie. Nous créons un syndicat qui résistera contre les employeurs cupides, les politiciens corrompus et ceux qui voudraient nous diviser, nous détruire plutôt que d'unir les citoyens canadiens. Nous créerons un syndicat où, lorsqu'ils voudront nous écraser, nous riposterons 2 fois plus fort. Mais surtout, nous créons un syndicat avec la détermination et la capacité de rêver. Nous croyons qu'un monde meilleur est possible. Nous mobiliserons tous ceux autour de nous pour agir. Confrères et consoeurs, savez-vous pourquoi? Eh bien, parce que nous devons commencer à bâtir un nouveau pays. Un pays qui s'appuie sur le respect et la responsabilité sociale. Un pays qui respecte les Premières Nations. Et les droits nationaux du Québec. We're building a country. Nous bâtissons un pays fondé sur la diversité et les droits de la personne pour tous ceux qui y habitent. Et nous créons un pays où les jeunes ont des possibilités, bénéficient d'une protection, de l'éducation, un pays avec des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée, pour que nous puissions nous occuper de tous et chacun dans la dignité de nos parents lorsqu'ils seront âgés. Car, confrères et consoeurs, nous devons créer un pays où les collectivités, les emplois, l'environnement sont plus importants que les profits et la cupidité des entreprises. Nous bâtissons un pays où la libre négociation collective est créée comme un droit
fondamental humain, un droit qui ne peut pas nous être arraché par le gouvernement, quel qu'il soit, et surtout pas l'actuel. Nous bâtissons un pays où tous les Canadiens pourront avoir un bon emploi, avec des bons salaires, des bons avantages sociaux. Un syndicat pour les défendre. Confrères et consoeurs, voilà pourquoi nous fondons ce nouveau syndicat aujourd'hui. Nous lançons un nouveau mouvement aujourd'hui. Nous créons un nouveau pays aujourd'hui. Voilà ce que fera Unifor, ce que nous ferons. Unifor, le syndicat uni pour l'avenir, fort pour vous, pour tous. Le Canada a besoin d'Unifor. Le Canada ne pourra pas continuer sans Unifor. Et Unifor commence aujourd'hui. Notre avenir commence aujourd'hui et commence par nous dans cette salle. Merci beaucoup, confrères et consoeurs. Passons à l'action.